voudrais dire également qu'on travaille déjà actuellement avec les provinces, que par exemple, au niveau de la direction du travail et de l'emploi, on travaille actuellement avec la province Nord sur un projet de route au col de Petchekara, hein, où on va essayer de définir les bonnes méthodes pour avoir un chantier sûr. Comme l'agrandissement du port de Népouy, notamment. Alors ça, c'est un autre dossier. Monsieur Fabre. Oui, ben justement, à ce sujet, je suis étonné qu'on ne collabore pas plus avec un autre territoire de la République française qui a fait un travail remarquable dans ce travail en terrain amiantifère. C'est votre homologue en Corse, Patricia Burdi, qui a réussi à faire un travail remarquable alors que en Corse, elle a quand même des oppositions puisque il y avait des chantiers qui intéressaient les promoteurs qui étaient concernés. Ben, elle a fait un travail remarquable et je peux vous donner tout le résultat. Si j'avais été amené à participer avec votre groupe, je vous aurais donné toutes les informations sur le travail de Patricia Burdi, qui est remarquable. Bien, je vous invite d'ailleurs à la faire venir. Elle pourra mieux vous expliquer la façon de travailler sur le terrain pratique. Parfait, Monsieur Fabre, merci pour ce tuyau. Monsieur Collin, s'agissant du développement minier en Calédonie, et Dieu sait s'il est important, et de l'industrie minière, est-ce que les chantiers sont maîtrisés, là, d'un point de vue connaissance de l'amiante et connaissance du contrôle écologique, par exemple, de l'amiante sur les populations riveraines et les travailleurs? Dans les études qui sont réalisées à l'heure d'aujourd'hui autour des grands projets miniers, il y a un travail de reconnaissance minéralogique qui est de toute façon fait par les géologues au niveau des minerais nickellifères. Il faut savoir que si on découpe verticalement une tranche de ces manteaux d'altération rouge que l'on voit, qu'on appelle des manteaux d'altération latéritique, la partie supérieure du manteau d'altération latéritique, rouge, très riche en oxyde de fer, est pauvre en trémolite, très très pauvre. Pourquoi? Parce que la trémolite est un minéral qui ne résiste pas à l'altération. Au fur et à mesure, au cours des millions d'années que ce manteau se développe, eh bien, la trémolite est digérée. Donc elle ne reste pas dans la partie supérieure du manteau d'altération. Mais dans les semelles des massifs. En revanche, dans la semelle du massif, au contact de la roche saine, effectivement, les serpentinites, elles, peuvent contenir, mais qui sont saines, elles ne sont pas poudreuses, elles sont saines, peuvent contenir donc des formes d'amphiboles. Et ça, évidemment, quand une route passe dessus, ça met l'amphibolite donc à l'affleurement, et là, il y a un risque. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, logiquement, localiser toutes ces sources de fibres? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire des cartographies extrêmement précises. C'est assez facile à faire à l'échelle d'une exploitation minière. Si effectivement il faut étendre sur toute la Nouvelle-Calédonie, il faut chercher d'autres systèmes qui nous permettent, à une autre échelle, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire de la cartographie. On en parlait tout à l'heure, même si c'est un peu abscon, on peut utiliser ce qu'on appelle des signatures spectrales des roches par satellite pour tenter de faire une cartographie à l'échelle de l'ensemble de la Calédonie. Ça demandera moins de moyens humains sur le terrain. On l'a vu, c'est impossible oui, tout à fait. de mobiliser ça. Mais en revanche, l'utilisation des satellites, on sait faire. Il y a un travail de standardisation en termes de roches et de signatures spectrales à faire. Mais là, c'est un domaine de recherche qui peut être très prometteur. Coûteux ou pas coûteux? C'est toujours coûteux, oui, bien sûr, c'est toujours coûteux. Mais un programme comme ça, je pense qu'avec 300 000 à 400 000 euros, on arriverait à faire des standards et à travailler sérieusement sur une cartographie. Alors j'ai envie de vous demander à vous et à M. Robineau, est-ce que Goro, par exemple, et KNS, ces deux grands groupes miniers qui sont aujourd'hui très impliqués en Calédonie, ont fait les études au niveau du sol et de l'air dans le cadre de ces futurs sites, M. Robineau? Oui, je suis à la DIMAC, donc je travaille avec mes collègues du service des mines et des carrières, et qui, effectivement, ont réussi à convaincre le syndicat des industries de la mine d'aborder cette problématique amiante. Et de même, ils ont décidé de faire un certain nombre de mesures d'air sur la plupart des sites miniers. Sur chaque site, entre 6 et 8 mesures d'air ont été faites, certains sur les travailleurs dans les endroits les plus empoussiérés, les chauffeurs de pelle, les gens qui sont à la trémie, donc des prélèvements individuels de plusieurs heures, et également des prélèvements sur les bords des pistes dans les endroits les plus empoussiérés. Donc c'est directement sur les travailleurs, là? Sur les travailleurs, pour certains. Bon, par exemple, le Goro Nickel a fait 200 mesures sur travailleurs autour du col de l'Antenne, sur les carrières, etc. Jusqu'à présent, la plupart, je dirais même 99%
90% de ces mesures n'ont pas donné de valeur significative et dangereuse de fibres dans l'air. Si on se base sur les normes utilisées pour le bâtiment, etc. On a peut-être quelque chose à inventer pour l'environnement, peut-être qu'il faut réfléchir à des teneurs plus basses, mais enfin, pour l'instant, toutes les mesures qui ont été faites, les seules qui ont donné la présence de quelques fibres sont celles qui ont été prises en bord de route près des semelles. Donc là, les entreprises se sont aperçues de ce problème et ils ont commencé à faire un inventaire de leurs routes, et en particulier celles qu'ils avaient recouvertes de serpentinite. Alors j'imagine quand même que ces gros groupes ont aussi un suivi médical de leur personnel. Est-ce qu'il y a des mesures de ce point de vue-là? Oui, plus que ça, ils ont une commission hygiène et sécurité. Et à partir du moment où les travailleurs savent qu'ils travaillent dans un environnement où il y a de l'amiante, ils peuvent avoir des problèmes. Donc de même, par rapport à leur réglementation hygiène et sécurité, interviennent très tôt et en général protègent les travailleurs si ça existe, ou prennent des mesures de remédiation, comme recouvrir les pistes, ce qui a été fait sur le Cognambo. Toute la montée du Cognambo a été recouverte. Ça a été le cas récemment sur la mine de Tontouta, la mine d'Opoué, où le montagnard s'est aperçu qu'il y avait quelques fibres dans la carrière qu'il utilisait en bas. Il a recouvert avec un nouveau matériau, des basaltes, toute sa montée. La même chose à Goro, la même chose à SLN a entrepris un recensement de toutes ces routes qui traversent la semelle, et tous les endroits où ils ont détecté du chrysotile, ils sont en train de recouvrir avec des matériaux de substitution. Monsieur Barthélémy. Par exemple, pour Goro, le chantier de la route du col de l'Antenne a fait l'objet d'une évaluation du risque, avec un document d'évaluation du risque et des prescriptions qui ont été prises choisiment. La situation actuellement chez KNS, donc là aussi, on a un programme de prévention en ce qui concerne les chantiers qui vont notamment aller dans des parties dont on peut supposer qu'elles contiennent des zones amiantifères. Par ailleurs, il y a eu une cartographie également qui est faite sur ces zones-là. Fabrice Collin, on parlait justement des pistes et des voies d'accès, mais qu'en est-il des routes pour accéder à des massifs plus isolés, comme par exemple le Copeto? Est-ce que là aussi il y a un travail à mener? Mais ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est un travail d'ensemble qu'il faut mener sur l'ensemble en fait, de la Nouvelle-Calédonie. Il est clair que les affleurements de serpentinite, surtout dans la partie donc riche en roches ultra-basiques, la Nouvelle-Calédonie est recouverte à 40% de roches ultra-basiques. Dans la semelle de ces roches ultra-basiques, il peut y avoir des serpentinites qui contiennent de la trémolite. Donc ça, on le connaît. Donc évidemment, à chaque fois qu'on construit des routes, il faut surveiller cet aspect-là. Je voudrais dire que la recherche aussi doit porter sur d'autres fibres. Il y a aussi, on l'a dit, du chrysotile, etc. Donc je pense qu'il faut aussi continuer, en termes de recherche, à travailler sur les différentes formes de fibres que l'on connaît être dangereuses, et puis aussi en faire une cartographie, je dirais, verticale sur l'ensemble des profils qui sont mis à jour. André Fabre. Oui, de tout ce que je viens d'entendre, le problème paraît relativement facile. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous citer simplement un écrit de Henri Pezra, qui est toxicologue, ancien directeur de recherche au CNRS, qui dit « Or, une véritable politique de santé publique apparaît d'autant plus indispensable que les nouvelles données internationales viennent confirmer l'importance du problème avec la publication prochaine d'une étude de Mark Schenker, dont les résultats sont disponibles sur Internet. Je vous donnerai le site si vous voulez. L'étude porte sur 2900 cas de mésothéliome déclarés en Californie et relève que la probabilité d'être atteint d'un mésothéliome, entendez bien, d'un mésothéliome est directement proportionnelle à la distance entre le lieu de résidence de la victime et la plus proche source d'amiante naturelle. Très bien, mais le risque ne varie que de 6% tous les 10 km. Monsieur Fabre, de tous les principes de précaution qu'a développé Madame Robineau en début d'émission et qui est loin d'être négligé, me semble-t-il. Alors Bernard Robineau, on parlait, et Monsieur Collin, on parlait des grosses entreprises et des gros groupes industriels. Est-ce que les plus petites entreprises de terrassement, de percement de chantier sont sensibilisées aussi à ces questions et Monsieur Barthélémy? Je viendrai juste au point de vue géologique. Après, en termes de réglementation, oui, toute la difficulté est là, parce que les grandes entreprises, a priori, ont le personnel qualifié, ont les moyens
mécaniques, les moyens matériels pour évaluer leurs problèmes amiante et y remédier eux-mêmes. Maintenant, il faut qu'on aide les petites entreprises parce qu'elles n'ont pas de géologues devant les machines, n'ont pas les moyens de recouvrir des talus, de réenfouir le matériau aussi. Donc il y a toute une campagne à faire et, à mon avis, de former des bureaux d'études pour aider les communes. Parce que en général, les premiers travaux publics sont faits par les employés communaux eux-mêmes, pour ce qui est de la voirie, par exemple, dans les communes ou les plateformes des maisons, pour qu'on forme les gens à reconnaître, et puis si jamais ils reconnaissent des terrains dangereux, d'envoyer vite un géologue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas précis, pour pas étaler le matériel et pour éventuellement revégétaliser, pour trouver des mesures simples. Voilà, tout notre gros travail, il est là pour aider les particuliers, aider les petites entreprises et les moyennes entreprises et mettre en place des procédures simples. Monsieur Barthélémy. Alors, avant les entreprises, il faut d'abord penser à celui qui décide des travaux, qui paye les travaux. Il faut que le maître d'ouvrage, donc, lui, soit bien informé et analyse ça, effectivement, avec des bureaux d'études, avec des géologues. Parce que c'est lui qui va pouvoir éventuellement changer le profil d'une route, etc. Le deuxième temps, c'est effectivement les entreprises. Les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, la réglementation ne s'applique pas, la délibération de 211 CP sur l'amiante ne s'applique pas aux chantiers dans des zones amiantifères. Nous allons y travailler pour que, courant de l'année 2008, une évolution de cette réglementation puisse intégrer ce risque-là. Mais d'ores et déjà, l'information est faite auprès, par exemple, du syndicat professionnel du bâtiment et des travaux publics, auprès d'un certain nombre d'entreprises, et nous allons continuer dans ce sens-là. Alors, Monsieur Collin. Je voulais préciser quelque chose par rapport à la remarque de Monsieur Fabre. La Californie, la Corse ont la même nature de roches saines que l'on a ici, mais rien à voir en termes de manteau d'altération. Et la nature ici, à la fois nous aide et ne nous aide pas. Alors, elle ne nous aide pas parce que le manteau d'altération ici, qui est puissant, qui fait 30 mètres d'épaisseur, qui est un sol, n'existe pas en Californie, il n'existe pas non plus en Corse. Donc, ça masque les affleurements, donc c'est une difficulté, mais en même temps, ça protège aussi les êtres qui vivent sur ces matériaux rouges. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le sol latéritique a digéré les particules. C'est très différent en Californie, où la roche est à nu, il n'y a pas 30 mètres de sol dessus, il y a 1 mètre. Et c'est très différent, bien sûr, en Corse, chaîne montagneuse, où là aussi on a de la roche saine qui peut s'effriter facilement sous l'effet d'une altération très rapide et de l'érosion, qui est dominante dans ces pays-là, alors qu'ici c'est la digestion chimique qui domine. Alors, Monsieur Robineau, justement, on parlait tout à l'heure de ces petites entreprises qui font des travaux et qui ont des blés, des déchets, on va dire. Comment c'est traité, ça, cette question des déchets d'amiante, justement ? On n'en est pas encore là, malheureusement. On en est, pour l'instant, à évaluer les mesures simples que l'on peut mettre en place pour les aider à ne plus utiliser ce matériau-là. Mais est-ce qu'il y a pas un traçage des déblais à faire, par exemple ? Bien entendu. Si jamais on s'aperçoit trop tard qu'un certain nombre un volume de matériaux contaminés a été étalé, il faut absolument aller le recouvrir ou l'enfouir. Ça viendra dans un deuxième temps. Et d'ailleurs, notre premier inventaire, c'est de trouver les endroits où ça a été étalé. Donc ça, oui. Pour qu'on aille les recouvrir. Notre deuxième mesure, ça sera d'aider à ne plus toucher ces matériaux-là. Et bien entendu, quand ça arrivera quand même, à aider à trouver des mesures simples pour les masquer, pour pas que ça se vaporise. Un exemple, par exemple, quand on a cassé toutes ces maisons notre hémolite, les déblais ont été stockés quelque part, de manière à justement ne pas polluer, Monsieur Barthélémy, Monsieur Robineau. Les déblais ont été enfouis à proximité. Alors il y a un panneau indiquant danger hydrohémolite. Faut-il faire un inventaire des carrières, Monsieur Robineau ?